Castro. Allez, vas-y, pourquoi pas. Vas-y, pourquoi pas. J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Ronny Lopez à la 151e. J'ai demandé pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. Le Colombien qui a pris le dessus, il a réussi son dribble. Falcao, oui, il est mort. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge-blanche. Salut à tous et bienvenue sur Radio Diagonale, du coup pour un complément d'infos, un complément d'enquête, un supplémentaire qui fait suite du coup au Club Monégasque qu'on a diffusé, qu'on a sorti ce matin. Alors voilà, vous avez sans doute pour la plupart écouté cette première émission, je l'espère. Si c'est pas encore fait, allez-y tout de suite, mettez sur pause et allez sur l'autre sur l'autre émission. Mais voilà, on a évidemment, Rome l'a bien expliqué, on a enregistré avant l'annonce qui n'est pas encore officielle au moment où on enregistre à nouveau, mais qui va certainement tomber d'ici quelques heures peut-être, ou en tout cas dans le week-end forcément. Mais voilà, Niko Kovač donc qui va être limogé de son poste d'entraîneur de l'AS Monaco. Et donc forcément on va réenregistrer tout ce qu'on a dû couper par rapport à hier, qui n'était forcément plus d'actualité, et on a presque à peu près la même équipe qu'hier, peu de choses près. Pierre qui est toujours présent. Salut du coup. Pierre. Salut Damien. Et Flo également, du coup, qui remplace à lui tout seul, qui va remplacer Rome et Quentin. Donc Easy. Tu vas devoir compter pour deux, voilà. Donc il va falloir te faire large. Bonne année en tout cas à Robert. Bonne année Robert. Robert Moreno, tout à fait. Oui. Donc voilà. Alors là aussi, on est uniquement en audio, on n'est pas en vidéo, parce que voilà, c'est le 31, on a un peu autre chose à foutre aussi quelque part, mais on est tous en pyjama, voilà. Voilà, donc là on fait avec ce qu'on peut, avec ce qu'on a. Du coup, messieurs, Kovač viré tout simplement, j'allais dire presque comme malpropre. Bon, il va prendre un petit chécos bien sympathique, je pense. Oh oui. Mais du coup, la première chose, c'est votre réaction d'abord, parce que l'annonce, ça fait vraiment 2 jours que c'est sorti, et ça a été quasiment fait dans la foulée, quoi. Le lendemain des premiers bruits, des premières rumeurs qui étaient sorties dans l'équipe. Ouais, j'ai dit Robert, du coup j'ai évidemment confondu avec le frère, mais les deux dégagent du coup. Je pense qu'il ne faut pas garder le frère en dégageant Nico, garder le frère. Donc ça fait 2 shoots en fait, 2 shoots au cul. On a mal fait le visuel. J'aurais dû mettre un type qui met 2 coups de pied à 2 mecs en même temps. Mais non, la réaction c'est franchement pour moi c'est le dégoût. C'est le dégoût de l'attitude, de la manière de gérer ces licenciements. On n'est pas au premier, et encore une fois, c'est le visuel le rappelle. C'est un peu cette manière brutale et dénouée complètement de valeurs humaines. Alors aujourd'hui, le foot, c'est on est béni oui dès qu'on parle de valeurs humaines, parce que c'est une industrie, parce que c'est tout ça. Mais il y a quand même un moindrement de respect à avoir pour le travail de quelqu'un qui t'a amené quand même là où il t'a amené, qui là en mi-saison t'amène en deuxième partie de Coupe d'Europe, etc. Enfin bref, du dégoût pour cette manière de faire et des dirigeants qui nous prouvent encore une fois qu'ils ont absolument aucun intérêt sportif dans tout ça. C'est avant tout du mesurage de parties génitales, etc. Pierre. Ouais, alors je serais plus tempéré. On va dire déjà énormément de surprises. Je pensais pas du tout que ça allait se passer comme ça. Même si on avait souvent été habitué à des rumeurs, et puis que la vérité arrive direct derrière. À Monaco, c'est vrai que le temps de la presse va assez vite finalement. Quand la presse est au courant, c'est que c'est quasi déjà fait. Bon, c'est encore ce qui s'est passé. Donc très surprenant cette éviction de Kovač.
Après, sur les valeurs humaines, c'est le foot. On sait maintenant que le foot est comme ça. On sait que Rybolovlev est comme ça et que le fonctionnement du club marche de cette façon depuis bien longtemps. Hein. On avait viré Ranieri alors qu'il avait un bien meilleur bilan. Voilà. Après, ça ne le justifie pas. Voilà. C'est trop facile de dire c'est comme ça que ça se passe. Et donc, c'est peut-être certes pas surprenant, mais ça ne le justifie pas, quoi. Ah non, oui, ça justifie rien, mais c'est plus que le dégoût, moi c'est la surprise, on va dire, qui m'a pris en premier, quoi. Ouais, et puis on rappelle que hier tu disais c'est un coup de pion. Ah ouais, c'est clair, il y a des belles archives sur moi, là, c'est incroyable. Honnêtement, mais en plus ça arrivait 20 minutes après, comme ça, c'est mais vraiment incroyable. Bah oui, ça sentait le coup de pression parce que dans le sens, on va y venir, mais son bilan n'était pas si catastrophique. C'est ça, ouais. Moi, je pensais effectivement plus qu'un coup de pression, je pensais que c'était pour faire passer la pilule, pour le dégager. C'est-à-dire qu'effectivement, comme tu l'as dit, Pierre, quand ça sort aujourd'hui dans les médias, clairement, encore plus, ce club comme Monaco qui est lyophilisé au possible, c'est que clairement les dirigeants ont laissé sortir. Donc, ce petit article qui disait Kovac en difficulté, en tout cas pour moi, c'était clairement pour faire passer la pilule pour le dégager à la fin de l'année. Mais au moins le laisser jusqu'à la fin de l'année et en gros mettre un petit taquet au milieu d'année pour que tout le monde finalement accepte à ce qu'il soit dégagé en fin d'année. Mais j'avoue que la rapidité entre il est en difficulté et il est out était assez surprenante, quoi. Incroyable. Et puis moi effectivement on savait qu'il était vraiment pour le coup sur la sellette, en tout cas beaucoup plus que en tout cas il y avait peut-être plus d'urgence que ce qu'on pouvait penser. Je pense qu'on s'est peut-être un peu mis des œillères aussi des fois en se disant je pense que ouais effectivement c'est un petit coup de pression, peut-être que c'est une réflexion mais pas plus que ça, alors qu'en fait pour eux comme dit Flo, la décision finalement elle était déjà pas mal avancée dans la tête des dirigeants et voilà donc en tout cas ouais je suis franchement pas dégoûté. Il y a le côté humain effectivement sur lequel je te rejoins et je suis j'aime pas beaucoup ça, surtout que Kovac on en parlera mais son bilan est loin d'être mauvais, hein. Au contraire il est bon. Même s'il y avait des choses qui allaient pas, on en avait parlé hier, mais c'est vrai que mais c'est surtout le n'importe quoi. Et là, c'est pour ceux qui ont écouté l'émission d'hier, je disais mon deuxième point, c'était la ligne entre bien faire, bien finir la saison et faire mieux, et entre faire n'importe quoi. La frontière elle est mince et en fait on a choisi la deuxième option, je pense, qui fait qu'on est en train de faire n'importe quoi, c'est-à-dire que dès qu'il y a 2-3 petites choses qui vont pas, tout de suite on licencie, on ne cherche même pas à les régler. Ouais, c'est moi, je bougeais la jambe, Flo. Mais voilà. Bon. Voilà, le syndrome des jambes sans repos. Mais du coup, c'est ça. Voilà, on prend même pas le temps de réfléchir ou essayer de régler les problèmes. J'ai pas l'impression, en tout cas, qu'on fasse grand cas de réflexion. On est dans l'urgence, dans l'action. Parfois, je pense l'action précipitée, quitte à prendre des décisions qui me semblent a priori pas justifiable. Alors après, évidemment, on n'est pas au courant de tout. Oui, mais c'est l'impression que ça donne, en tout cas. Ouais, t'as raison sur le fait que ça donne une impression d'improvisation terrible, quoi. C'est ça. Et puis, voilà. Là où je me dis, c'est finalement ce qui compte, qui est plus important. Alors, il y a les objectifs, effectivement, qui sont donnés par le club, par la direction, mais il y a ces objectifs qui sont finalement pas si loin que ça. Alors effectivement, on n'est pas là où on aurait aimé être, hein. Clairement, on était déçus de cette première partie de saison. Maintenant, c'était loin d'être terminé. Il y avait la possibilité d'une amélioration. Et puis surtout, on rappelle, on était sur une bonne série qui fait que quand même, il y avait un peu plus d'espoir et une victoire face à Rennes qui était devant nous, qui était gagné à l'arrache, mais quand même au forceps. Là, ouais, on y est allé quand même, on est allé à la... Et ça donnait pas, et c'est un des premiers points sur lesquels on va revenir, ça donnait pas l'impression d'un groupe
qu'il pouvait avoir lâché son coach, en tout cas pas sur une telle série. C'est là que c'est un petit peu, ça me paraît peut-être un peu précipité, parce que oui, des tensions, il y en a eu, on va revenir sur les dessous de son éviction, des tensions, il y en a eu, mais on n'avait pas le sentiment pour autant d'un groupe qui avait lâché son coach. Ouais, et puis moi, ce qui me pose un vrai souci là-dedans, c'est qu'on le juge finalement sur les 4 derniers mois. Alors, et on occulte complètement, et je reviens sur votre vidéo bilan qui était très bien, sur l'idée de, voilà, qu'il y a un fond de jeu qui est parti, un fond de jeu qui est parti par rapport au fond de jeu qu'on avait en deuxième partie de saison. Mais est-ce qu'il faut pas réfléchir sur le fait que Kovac est un dur de dur niveau physique, qu'il a l'air de vraiment gérer ses équipes pour qu'elles soient aptes, surtout en deuxième partie de saison, qui est souvent ce qui compte le plus, hein. Et donc moi, je serais pas surpris que si Kovac était resté, que la deuxième partie de saison aurait été bien meilleure, même si je pense qu'on a des trous dans l'effectif et que ça m'énerve d'autant plus parce qu'on va plus du tout parler des joueurs dont on a besoin ce mercato d'hiver, on va faire plus que parler de Niko Kovac, et ça c'était une des raisons, je pensais, pour lesquelles les dirigeants avaient ébruité il est en difficulté, c'est pour éviter qu'on parle d'autre chose, mais apparemment pas, mais c'est surtout de dire que voilà, à mon avis, peu importe le coach qui va arriver, il va bénéficier de la prépa de Kovac sur la deuxième partie de saison, et on le juge sur les 4 premiers mois, et il me semble que c'est un coach, notamment au Bayern, et qui avait des premières parties de saison plus difficiles que les deuxièmes, comme on l'a vu l'année dernière. Et donc ça me dérange encore plus. Donc oui, le groupe était avec lui. Certes, Ben Yedder est peut-être pas dans ses petits souliers. Certes, les joueurs ont pas l'habitude de se faire bouger autant que par un coach qui est assez dur. Alors beaucoup disent le côté militaire et tout, ça ne dure qu'un temps et tout. Oui, ça dure qu'un temps en France et dans certains championnats. Après, il y a d'autres championnats où c'est plus respecté et une certaine discipline, une certaine prépa physique, une certaine exigence et un certain respect, justement, sont tous respectés. Bon, chez nous, ça l'est un peu moins. Mais effectivement, ça présageait pas, que ça soit au sein du groupe, que ça soit au niveau des résultats, que ça soit au niveau des perspectives sur la deuxième partie de saison. Il y avait rien qui présageait de ça réellement, à part les conflits personnels, à part et on va y revenir là-dessus, mais voilà. Ouais, plusieurs raisons, hein, donc du coup qui ont abouti à cette décision de virer Kovac. Ces mésententes, en tout cas ces tensions un petit peu avec certains joueurs, alors pas des moindres, hein, tu parlais de Ben Yedder. Il y avait aussi un garçon comme Fofana qui simplement vivait mal la gestion sportive de Kovac. Il y a Nice Matin aujourd'hui qui a révélé 2 autres noms. Plus surprenant en plus, du coup. Surprenant, voilà, ouais. Des garçons comme Caio Henrique ou Kevin Volland. Alors que j'ai vu Sidibé, moi, et Volland. Ouais. J'avais pas vu Caio. Non, mais Volland, c'est du n'importe quoi. Fofana, clairement, il était pas content de pas jouer, et pourtant, il était pas très bon au moment où il a pas joué, donc ça se justifiait, mais bon, ça, c'est un autre problème. Mais Volland, c'est n'importe quoi. Ils avaient clairement une entente avec... Bah, on sait pas. Après, là où je tempérerais ce que tu dis, Flo, c'est que l'ambiance qu'il y a dans le groupe et puis le comportement du coach vis-à-vis de ses joueurs, bah nous, on ne le connaît pas. Nous, la facette de Kovac qu'on connaît, c'est celle des conférences de presse. Enfin, c'est ce qu'il veut bien montrer dans sa communication. Après, au quotidien, malheureusement. Qui a beaucoup plu. Enfin, tu vois, qui et pas mal les supporters, hein, très clairement. Ça parle beaucoup de la classe de Kovac, le flow. Ouais, c'est un mec très classe, c'est clair. Voilà. Et c'est vrai que bon, pour le coup, il donnait quand même une bonne image de classe et aussi de mesure, hein, dans ses propos. Donc c'est vrai qu'il donnait aussi une belle image pour le club. Tout à fait, ouais. En sa faveur. Mais c'est vrai que voilà, on avait toujours parler de cet entraîneur très rigoureux, beaucoup trop, qui finissait par perdre ses groupes souvent la deuxième saison. Alors bon, franchement, c'était un truc sur lequel j'y croyais pas trop, parce qu'au final, c'est les deuxièmes saisons, je veux dire, il a eu que 2 clubs auparavant. Le Bayern, de toute façon, ça se passait mal dès la première année, dans tous les cas. Oui, c'était un choix par défaut au Bayern. Oui, donc oui. Et Francfort, pour le coup, la deuxième saison, j'ai pas l'impression que ce soit mal passé. Au contraire, je crois qu'il gagne la coupe, ou il refait finale la deuxième saison, je crois. Enfin, après, avant, c'était la Croatie, c'était la sélection. Je veux dire, donc, a priori, ça me paraissait un peu prématuré, en tout cas un peu étrange de faire ce constat-là comme quelque chose de définitif avec Kovac. Donc bon,
Après, il avait cette réputation, quoi, d'être dur dans son management. C'est aussi ce dont le groupe avait besoin au moment où ils sont allés le chercher, parce que bon, on savait que il fallait un petit peu refaire régner une discipline, et peut-être que ça a tenu qu'un temps. Disons que ça fait partie des choses que ça va être difficile, mis à part si on a des retours de joueurs, de savoir comment se passait le quotidien avec lui, quoi. C'est vrai. Ouais. Et puis aussi, on parlait d'un entraîneur dur. Moi, c'est aussi pareil, le troisième point que j'évoquais hier, c'est les joueurs secouez-vous les puces un peu, parce que, je veux dire, il y en a marre de voir ces mecs-là se la couler douce. On voit qu'il y a quand même moins d'efforts qui sont faits sur le terrain. Ça se clairement. Dans le pressing, dans la recherche de verticalité. Et à un moment donné, je veux dire, je veux bien qu'on reproche à Kovac une tactique ou des consignes tactiques brouillonnes cette saison. C'est les termes qui sont ressortis, qui ont été jugés, en tout cas brouillonnes par certains joueurs. Je veux bien, mais en tout cas sur les principes de verticalité et de pressing, je veux dire ça, ils ont dû normalement l'intégrer déjà l'an dernier, ils l'ont bien fait d'ailleurs. Donc, c'est ça. Mais ça rejoint justement peut-être le fait que les joueurs l'avaient partiellement lâché, quoi, qu'ils allaient plus au charbon en suivant ces consignes comme ils ont fait l'année dernière. Ouais, mais c'est ça qui est surprenant. Si tu dégages un mec pour son approche managériale, pour sa science tactique et son application tactique, tu le dégages au mercato d'été, à la mi-saison, le timing entre les deux saisons, et tu le dégages. Ça n'a aucune. Ah oui, le timing est hyper surprenant. Enfin, c'est clair. Clairement, il faut pas se leurrer derrière ces excuses à la mort moelleux. Il y a eu un souci personnel. Alors Ben Yedder, Fofana, on veut bien les croire, vu un peu les comportements, même si Ben Yedder reste, on va dire, digne, mais on sent bien que il n'était pas toujours aux anges de pas jouer, ce qu'on peut comprendre. Fofana, c'est incompréhensible parce que quand il a pas joué, il était moins bon, clairement, mais comme tout joueur de 2021, il va chouiner et il va. Après, attention, ce qu'il disait sur Fofana, c'est qu'il lui aurait mal parlé, tu vois, il y a aussi dans la vie d'un groupe, il n'y a pas que le fait tu joues ou tu joues pas. Mais là où j'en venais, c'est que il se fait dégager pour des raisons personnelles à minima 70% de la raison pour laquelle il se fait dégager, c'est parce qu'il y a eu un souci avec Ben Yedder, avec Fofana, probablement avec Mitchell et possiblement avec d'autres personnes de la direction. Ah ouais. Mais clairement, alors c'est bien gentil de dire son management, son machin, ton truc, son management, son machin, ton truc, tu l'as vu l'année dernière. Si ça te plaît pas, tu le dégages avant le début de saison. Donc, pas déconner. Et puis surtout, on sait très bien comment ça se passe. On avait lancé les alertes l'an dernier. Tout le monde lançait les alertes, c'est-à-dire que on sait qu'il est dur, on sait qu'il est qu'il a ce truc quasi militaire, comme il disait, mais tant que ça gagne, les joueurs suivent. Et c'est ce qu'on rappelait hier, c'est-à-dire que dès que ça gagne plus, les joueurs ils finissent un peu par lâcher, parce que tant que le groupe gagne et tout, on accepte plus facilement d'être remplaçant, et quand ça perd, on l'accepte moins bien et on a moins l'envie. Et je pense que là, peut-être ce qui a été aussi un déclencheur cette année, c'est l'élimination, et ça visiblement c'est très 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 mal passé du côté de la direction. C'est l'élimination prématurée en Europe, en tout cas la non-qualification en Ligue des Champions. Même si le parcours en Europa League est bon, visiblement ça n'a pas suffi pour sauver le bilan, quoi. Mais là encore, tu te fais éliminer en Ligue des Champions. Là, j'ai un trou sur les dates exactes, mais tu as le temps de le dégager et d'en prendre un nouveau. Si c'est si grave que ça, tu reviens pas 4 mois après en disant c'est l'élimination en Ligue des Champions. Non, mais c'est pas que ça. Dégage. C'est une accumulation. Après, attention, je suis pas du tout partisan du licenciement de Kovac. Je pense pas que ce soit une bonne idée du tout, mais si on essaye de trouver un peu objectivement des explications, ça doit en faire effectivement partie. Un petit peu les résultats, la mauvaise entente avec le groupe. Si en plus il y avait pas une bonne entente avec Mitchell, après c'est comme dans toutes les boîtes, quoi. T'as un mec qui commence à ne plus s'entendre avec personne.
tu peux pas le garder ad vitam aeternam. Mais est-ce que, regardez, réfléchissons 2 secondes. Est-ce qu'avec tout ça, les Mitchell, les Ben Yedder, les Fofana, est-ce qu'on n'aurait pas pu quand même tirer 4 mois qui auraient, à mon avis, probablement été bons malgré tout ça, parce que comme tu l'as dit et comme vous l'avez dit tous les deux, ça suit quand ça gagne. Jusqu'à présent, ça gagnait. Et moi, j'ai le sentiment vraiment fort que ça aurait été encore meilleur au niveau des résultats en deuxième partie de saison. Et encore une fois, le remplaçant va bénéficier de ça. Ouais, j'ai ce sentiment aussi. Je suis d'accord avec toi. Pour voilà. Ça. On le saura jamais, mais j'avais ce sentiment aussi. Est-ce que c'était pas quand même une décision plus raisonnable de le faire à la fin de la saison, avec un type qui quand même a donné de sa personne pour que l'équipe ait les résultats qu'elle a donné de sa personne pour qu'elle soit qualifiée en Europa League, etc., etc. Donc pour moi, je le voyais et je le vois bénéfique à tout le monde, au club, aux joueurs, à l'entraîneur. Bon, peut-être il y a juste l'entraîneur remplaçant qui est pas mal finalement là, parce qu'il se chope une équipe qui est qualifiée de partout, qui joue encore le podium. Bon, il va falloir vite se mettre à la page, mais lui c'est un beau cadeau de nouvelle année. Mais pour tous les autres, il me semble que c'était peut-être pas une bonne idée, à part pour l'ego de Petrov, de Mitchell et de. Et ce qui est sûr, c'est que sinon on a été surpris, les joueurs l'ont été d'autant plus. C'est ça. Parce que pareil, aucun joueur n'était prévenu de cette décision qui allait être prise. Et on le rappelle, hier, donc Monaco a effectué sa reprise à la turbine pour la reprise de la saison là, en 2021. Déjà 9 joueurs positifs à la Covid, donc ils ne devraient pas jouer ce week-end. Le match est maintenant. Et surtout, voilà, à la sortie de l'entraînement, on a même un tweetos qui a pris la photo avec Caio Henrique en lui demandant s'il allait rester, et le tout souriant, lui qui lui répond ouais, après, je pense, oui. Enfin, voilà, tout le monde a été très étonné, et il a dirigé cette dernière séance, voilà, où c'est à la fin de celle-ci qu'il a su qu'il allait être mis à pied. Il y a 2 éléments quand même qui sont ressortis là récemment. Le premier, c'est que visiblement, alors c'était Loïc Tanzi qui sortait ça, donc qui est journaliste RMC, qui répondait à un tweet de Daniel Riolo. Ouais. Voilà, que visiblement déjà depuis le mois d'octobre, ça commençait à sentir. Péter, ouais. Qui correspond de toute façon à peu près un mois, enfin déjà un début de saison raté, très clairement, et cette élimination du coup au mois d'août en barrage. Alors mine de rien, si depuis le mois d'octobre ça commençait à puer, on peut quand même constater que le mois de novembre et le mois de décembre ont quand même permis de redresser la situation, malgré tout. On peut quand même le dire. Et l'autre élément qui est sorti, alors je ne sais plus sur quel média étranger, qui aurait fait l'état de tension entre Kovac et James Bunce, donc Bunce, je ne sais pas comment il faut dire, Bunce, pardon, qui est donc le directeur de la performance. Visiblement, les deux n'avaient pas vraiment la même vision des choses, et donc Bunce qui est là parce que Mitchell aussi l'y a placé. Visiblement, Mitchell a fait le choix, il a dit plutôt Bunce que Kovac. Ça commençait à en faire beaucoup qui étaient en froid avec lui, quoi. Du coup. Voilà, effectivement, ça risquait c'était peut-être aussi l'accumulation. Ouais. Juste pour souci d'info, on va citer les joueurs covidés pour que vous soyez au courant. Donc c'est Diop, Badiachil, Fofana, Matsima, Lucas, Dissassi et mentionné Pelé qui est toujours apparemment qui a toujours son petit appart entre la Turbie et Monaco. Après, si vous voulez toutes les informations, je vous invite à aller sur le site ladiagonale.net qui reprend du service. Avec un grand rédacteur qui un très grand rédacteur. Par votre serviteur, donc vous aurez vraiment toutes les infos. Voilà. En tout cas, du coup, on a cette éviction qui nous surprend, qui nous déçoit beaucoup, qui donne l'impression toujours de n'importe quoi. On peut parler du bilan, peut-être là, non ? Voilà, d'autant que le bilan, pour le coup, il est vraiment positif, je pense. Oui, il y avait des choses
qui allait pas. Oui, il y avait des choses qui nous agaçaient. Oui, on sentait que ça allait moins bien cette année et c'était incompréhensible. Pour autant, je veux dire, des fois, je vois que oui, il avait ses têtes, etc. Bon, visiblement, avec Voland, qu'on croyait intouchable et en CDI avec Kovac, bah, visiblement, ça passait plus si bien non plus. Mais tous les entraîneurs, déjà, premièrement, tous les entraîneurs ont leur tête. Évidemment, oui, c'est clair. Il n'y a pas de débat là-dessus, oui. Exactement. Et puis, faut pas enlever le côté, si tu veux buter ton chien, tu dis qu'il a la gale, hein. La rage, ouais. Là, on va lui dire oui ou la gale ou la rage ou ce que tu veux, mais en tout cas, voilà, on va évidemment dire qu'il avait tout le monde à dos. Il faut aussi, comme on l'a dit, on n'est pas dans les petits papiers de tout ça. Il faut aussi pas forcément croire tous ces trucs-là. Et bon, Voland, c'est quand même très surprenant. Compte tenu de son discours, compte tenu, parce que comme tu le disais Pierre, on n'a pas connaissance de tout, mais on a eu quand même cette année de Covid qui nous a permis d'écouter à peu près à la virgule près tout ce que les consignes de Kovac sur le terrain, et ça te donne quand même, et les discussions qu'il a pu avoir des fois avec les joueurs qui reviennent sur la touche, etc. Et ça te donne quand même une vraie idée de son relationnel. Il a un relationnel difficile, il est effectivement dur, mais voilà, est-ce qu'il avait tout le monde sur le dos, Caio notamment? Bon, je me demande si c'est pas un peu de la supputation, tout ça. En tout cas, le bilan du coup de Kovac est arrivé en juillet 2020 pour remplacer Robert Moreno. 74 rencontres dirigées et Flo, un bilan très positif. Ouais, 58% de succès, hein. On est sur le très très haut du panier. Donc 74 matchs comme tu as dit, 43 victoires, 15 nuls, 16 défaites. C'est dans le très haut du panier des entraîneurs. C'est meilleur que Jardim si on prend ces pas sur le deux même périodes. Nombre de matchs, quoi, mais bon. Ouais. Voilà, pas sur le même nombre de matchs, mais si on prend ces deux périodes, c'est un peu en dessous de Ranieri qui est le summum d'ailleurs qui a comme tu le disais tout à l'heure, hein, qui nous a aussi beaucoup surpris. Mais voilà, pour un nombre de matchs quand même relativement correct, hein, des vraies belles stats. Et alors encore une fois, on peut parler du fond de jeu, on peut parler de certains aspects plus précis, mais au niveau des résultats, c'est quand même pas mal, surtout de là où on venait, hein, d'un ami de notre ami Moreno qui lui tournait à 1,2 points par match. Voilà, Kovac, il en est pas loin de 2 points par match. Ça fait une différence énorme avec un effectif qui avait pas évolué excessivement quand même, hein. Ouais, c'est vrai que Moreno, on préfère quand même oublier ça. Oui. 131 buts marqués et 76 buts encaissés pour le bilan aussi de Kovac, donc qui est quand même on peut le dire, vraiment un très bon bilan qui le place au niveau des meilleurs entraîneurs. Alors avec effectivement une période plus courte, si on regarde juste le pourcentage de victoires, oui, il est au-dessus d'un Jardim par exemple, mais c'est vrai que il a une période qui est 3 fois moins longue par exemple. Oui, c'est incomparable, moi je trouve, du coup, du fait du nombre de matchs. Oui. Non, c'est mais ça donne une idée quand même. Oui, bien sûr. C'est vrai que sur la période, on peut dire que c'est mieux que Ricardo, c'est certain. Ouais. Mais du coup, ça nous fait nous dire qu'il se fait peut-être virer au bon moment, en fait, pour être dans le top du classement. Disons que il pourra partir en se disant, voilà, moi, au niveau de mon travail, au niveau du bilan, j'ai rien à me reprocher. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est revenu beaucoup. Il défendait pas mal son bilan, justement, ces derniers temps, un peu, peut-être parce qu'il sentait justement cette menace, il sentait que ça commençait à puer du cul, et du coup, il voulait un peu justifier le fait que lui avait fait son boulot et qu'il était, et qu'à ce niveau-là, il avait rien à se reprocher en termes de résultats. Les résultats, il les avait. Il a un bon bilan chez nous. Ouais. Il a un bon bilan. Après, il est quand même à diviser en 2 saisons, hein, parce que bon, la saison dernière était très très bonne, surtout la deuxième partie de saison où on était devenu un rouleau compresseur et où on est passé pas loin du titre au final, ce qui est assez dingue quand on voit d'où on venait. Et cette année, il n'y a jamais rien eu. Et finalement, même notre classement, il est en trompe-l'œil parce que la Ligue 1 est complètement éclatée. Mais en soi, on n'est pas bon cette année, ça, il faut se le dire.
Ouais. Juste, faut pas galvauder quand on a dit ça n'a rien à voir au niveau des nombres de matchs qu'a fait Jardim ou qu'a fait d'autres. Faut pas galvauder son bilan juste en disant ça, parce que effectivement, comme tu l'as dit, des Ricardo, des Banid, des Moustaches, des Henry, on peut même le comparer à Puel ou Ranieri qui ont fait un tout petit peu plus de matchs que lui. Enfin, surtout Ranieri, Puel en a fait, quasiment un trois quarts de saison. Il a fait 2 saisons complètes, quoi, Puel, ouais. Ouais, voilà. Mais tous les noms que je viens de citer, et notamment si on enlève donc Puel et Ranieri, c'est 2 fois moins de points récoltés. C'est donc un bilan qui est quand même 2 fois inférieur à lui. Donc ne galvaudons pas le truc en disant simplement oui, mais il est là que depuis 1 an et demi. Donc finalement, son pourcentage de victoire, ça rime à rien. Si, non, ça rime à c'est quelque tout à chose. son honneur. Ça a été un très bon coach, en particulier l'an dernier. Et finalement, il part au bon moment, dans le sens, on n'aura pas le temps de le détester. Des fois, ça finit mal avec des coachs qu'on a bien aimés. Lui, au moins, voilà, il part sur une bonne image. C'est pas faux, même si c'est vrai qu'il y avait pas mal de gens qui en avaient un peu marre quand même cette année. Ça se voyait de plus en plus. Oui. Après, c'est vrai qu'on avait quand même plutôt tendance, nous, de notre côté, à être aussi un peu plus patient, parce que voilà, on sait ce qu'il avait accompli l'an dernier, la valeur de son travail. Et il n'y avait pas de raison qu'il puisse pas redresser un peu la barre à un moment donné aussi. Voilà, en tout cas, cinquième coach viré en 3 ans. Hein. On est quand même sur une stat à la Valdemarquita, là, je trouve. C'est plus Monaco, c'est France Télécom, ouais, apparemment. On se nantise très largement. Ouais, et les nantis, il va falloir les chercher. Ouais. Bon, après, c'est plutôt pas mal de se faire virer quand t'es entraîneur. Les primes ont l'air plutôt bien, en fait. Hein. Ouais, quand t'es à Monaco, visiblement, c'est généreux, la prime de ouais. C'est ça, ouais. Ouais, ça fait râler aussi pour ça, hein, parce que peut-être que les quelques millions d'euros qu'on va lui filer, machin, ils auraient peut-être pu aller ailleurs. Hein. Je suis pas dans. Ouais, ça, je m'en fous toujours un peu, moi, de ce genre de montant, dans le sens où c'est pas mon portefeuille, quoi. J'ai envie de te dire. Oui, mais après, c'est vrai que on te dit à côté qu'il faut vendre pour conserver, enfin, en tout cas pour acheter, ou en tout cas, on est obligé de vendre et on peut pas conserver nos meilleurs joueurs. Peut-être que c'est vrai que ce genre de mouvement aussi n'aide pas la comptabilité générale, la trésorerie pour peut-être faire un effort supplémentaire si jamais on voulait garder certains joueurs et être ça, c'est certain, cette ambition, hein, parce que visiblement c'est aussi ça qui prédomine, ce sentiment qu'on en parlait hier, qu'il y a une pression qui est énorme en fait, qui est placée sur les actifs là du club, et c'est même pas que les joueurs ou l'encadrement technique, c'est aussi en interne sur d'autres secteurs, hein, où il y a des mecs qui collent une pression d'enfer à tous les employés, quoi. Ça a l'air d'être des dingues. Au niveau de la gestion humaine, ça a l'air d'être des dingues. Mais justement, mais après c'est pas une pression. C'est certainement pas une pression sportive, ça on oublie. C'est pas non plus forcément une pression du résultat, donc ça on l'a constaté plein de fois. C'est une pression qui est pas du tout positive, qui est une pression, c'est de l'ordre d'une pression à la dictatoriale, quoi. C'est là si tu c'est my way or the highway là, comme on dit en bon français. Ou tu fais comme je veux, ou tu dégages, quoi. Après là où je viendrais tempérer ça quand même, c'est que dans le foot moderne, aujourd'hui, dans les grands clubs, les propriétaires de grands clubs, enfin, il y a aucun patron philanthrope qui est sympa avec ses salariés. Hein. Ouais, mais je tempère là, toujours de dire le foot moderne, c'est comme ça et il faut se taire parce que c'est comme ça que ça se passe. Je tempérerai grandement Didier Deschamps, qui il y a pas si longtemps et qui il a quand même fait face à certains présidents. Ça s'est pas toujours bien passé aussi, mais ce que je veux dire, c'est que c'est aussi on a le sentiment d'avoir un club qui est là vraiment pour faire mousser des propriétaires russes, qui est là vraiment pour je veux dire que tout le monde soit un peu dans ses petits souliers pour que ça se passe bien, pour qu'on achète des joueurs pas chers, qu'on les revende, qu'on fasse du fric, mais qu'on dérange pas trop tous ces messieurs-là pour parler de foot et parler de trucs comme ça. Et ça, c'est un peu particulier, même dans notre période aujourd'hui. Des propriétaires peuvent mettre des coups de poing sur la table, ils peuvent avoir des couacs avec des entraîneurs, mais il y a une certaine
on parle de foot quand même à la fin de la journée. Or là, Ouais, mais regarde les clubs, hein. regarde ce qu'a fait le PSG avec Tourelle, regarde ce qui se passe à Lyon, tu vois, ne serait-ce qu'en tu prends France. que des mauvais exemples. Bah, je te prends les exemples de clubs qui ont une grosse surface financière comme Monaco, quoi. Et qui du coup n'ont pas cette gestion peut-être familiale, et encore finalement les clubs familiaux, quand tu vois comment ça se passe aussi derrière, c'est pas toujours très clean non plus. Donc je te dis pas que je cautionne ça, je te dis simplement que c'est partout pareil, quoi, malheureusement. Après, Ouais, après c'est vrai qu'on a forcément envie de se démarquer un peu et que qu'on affiche un peu plus de valeurs humaines, en tout cas qui nous correspondent un peu plus, quoi. C'est vrai que ce cynisme ambiant qui ne régit pas seulement le foot, hein, il réagit absolument tous les secteurs aujourd'hui dans le monde. La crise du Covid révèle ça parfaitement aussi aujourd'hui, hein. On voit ça maintenant, donc c'est vrai que ce cynisme-là, maintenant, il a envahi tous les domaines, quoi. Ça, exactement, ouais, c'est plus général que du foot en fait. Alors après, on peut refaire le monde comme bon nous semble, mais bon, malheureusement, on n'a pas beaucoup de pouvoir. Non, ça c'est sûr. Nous, on ne peut que l'observer, le constater et éventuellement le commenter si on peut. En tout cas, voilà, c'est encore un peu la stupeur, hein, l'incompréhension. Je veux dire, franchement, le club, là, ça nous fatigue. Et c'est vrai que je me disais, ils essaient de faire des efforts pour amener des gens au stade, mais là, j'ai l'impression qu'ils vont dégoûter encore plus de monde que ça, quoi. Enfin, au final, quoi, ça va avoir ce genre de choses va avoir l'effet inverse, hein. Oui, et puis ils vont surtout prendre, et je te tends la perche, ils vont surtout prendre maintenant un bon toutou à son mémètre pour ne plus avoir de problème avec un entraîneur qui aurait moindrement de caractère. Ça, je sais pas, soyons... après je connais pas. Alors aujourd'hui là, effectivement, tu as tendu la perche. C'est Philippe Clément qui devrait a priori devenir le prochain coach de Monaco. Philippe Clément qui est actuellement au Club Bruges. Qui devrait signer normalement soit samedi soit dimanche, enfin en tout cas on devrait certainement avoir l'info ce week-end, donc qui pour l'instant a pas mal séduit, on va dire, par rapport à ce que Bruges a proposé en Ligue des Champions, notamment face au Paris Saint-Germain. Après, je vous avoue que moi je connais pas plus que ça, alors absolument pas non plus, ouais. Inconnu au bataillon pour moi, ouais. Bah écoute, moi j'ai fait pas mal de recherches depuis hier sur ce monsieur-là. Les deux autres, je sais pas si vous voulez qu'on les évoque, mais je les connaissais pas mal plus, qui étaient mentionnés. Donc Jesse Marsch et Paulo Fonseca. On peut. Tu veux que j'y revienne vite fait, oui, au cas où ça tombe. Mais il se trouve que Jesse Marsch, moi, je vais pas raconter ma vie, mais j'ai été entraîneur d'équipe de jeunes et je l'ai rencontré dans le cadre de son boulot à l'Impact, parce que j'entraînais une équipe de jeunes de ce club-là. C'est une personne qui est sympathique. Tu as dit? Il t'a dit marche à l'ombre. Oui, il m'a dit marche à l'ombre. Et je lui ai dit marche ou crève. Et non, mais c'est une personne qui est tout à fait adaptable, tout à fait sympathique, qui a une vraie qualité de communication. Après, c'est quelqu'un qui a très clairement eu des soucis de résultats dans le foot, et moi, de ma petite connaissance, alors je l'ai rencontré qu'une fois, j'ai rencontré un peu son staff et tout ça, mais c'est surtout en ayant suivi un peu ses résultats. C'est quelqu'un qui s'est fait dégager justement de l'Impact de Montréal après une saison, donc c'était la première saison du club, donc pour le dégager, c'est vraiment que les dirigeants avaient vu que ça ne fonctionnait pas. Il s'est fait récemment dégager de Leipzig, pareil, pour les mêmes raisons. Et après, il était... Pardon ? Leipzig, il est vraiment resté quelques mois. Hein. Il a pas fait long feu là-bas. Hein. Ouais. Oui, mais après, que ce soit à New York ou que ce soit au Red Bull Strasbourg, tu es dans des équipes qui sont bien au-dessus. Alors, on peut moins le dire pour New York. Très joli. Ouais. Qu'est-ce que tu as dit ? T'as dit le Red Bull Strasbourg, très joli. Ça peut être une idée de rachat, on va envoyer l'idée. C'est une parfaite saucisse, merci. Je voudrais la saucisse d'or directe pour le Red Bull Strasbourg, je pense que ça fait sens. Mais non, mais Salzbourg, hein, que ça soit à Salzbourg, à New York, ils étaient dans des équipes
où tu es bien au-delà de tout le monde. Et bref, bon, moi j'ai des doutes sur les qualités de ce monsieur. Pour moi, Fonseca est bien au-dessus des deux autres. Alors comme on le disait tout à l'heure en off, on s'entend, à niveau européen, c'est du panier 3 d'entraîneurs européens, Fonseca. Mais pour moi, Clément et Marche, c'est du panier 4 voire 5 facilement. Fonseca, il a quand même entraîné dans des grandes équipes. Alors il a entraîné bien sûr Porto, le Shakhtar. Bon là, on peut être dans le même dispositif d'une équipe, et on va voir que ça va être un leitmotiv même avec Clément, une équipe qui est quand même bien au-dessus de son championnat en termes de moyens et en termes d'effectifs, mais surtout à l'AS Rome où il s'est fait dégager en fait, et on revient sur des problèmes de propriétaires. Fonseca s'est fait dégager surtout parce qu'il y a un nouveau propriétaire américain qui est arrivé, qui voulait en jeter plein les yeux et qui a foutu Mourinho. Je peux vous dire que les 3/4, en ayant de la famille à Rome et en connaissant assez bien ce club, les 3/4 des supporters de l'AS Rome étaient pas du tout pour entre garder Fonseca ou prendre Mourinho. Une grande majorité des supporters étaient plutôt pour garder Fonseca, qui développe un jeu assez léché, basé sur la possession, on va dire un mix possession-transition avec une densité au milieu. Il a un vrai schéma de jeu très très clair qu'il a gardé à travers tous les clubs qu'il a entraîné. Alors il a des petites, on dit qu'il peut avoir des fragilités défensives, ce qui est pas forcément génial pour nous, mais c'est un entraîneur d'une certaine classe là pour le coup, qui est peut-être au niveau de Kovac ou voire un tout petit peu au-dessus. Les deux autres c'est en dessous. Et moi je terminerai sur juste mon appréciation de Clément. Clément, il a fait des trucs à Bruges, je m'excuse, après les 2 premiers matchs de Ligue des Champions, ça a pris je sais plus combien là, 1-4, ça a pris des tôles sur tôle, et il a un effectif qui est sans commune mesure dans le championnat belge. Le petit l'ailier hollandais que j'ai oublié, il a récupéré Anthony Musaba. Non, c'est pas lui. Non. Il a récupéré Bas Dost, qui est un très bon attaquant. Et bref, clairement une équipe qui est au-dessus de son championnat en termes d'effectifs et pas forcément en termes de moyens, mais en tout cas en termes d'effectifs ces derniers temps, et sur la Ligue des Champions. Après la surprise des 2 premiers matchs où il fait match nul et victoire contre Leipzig, il me semble, après ça prend tôle sur tôle, les 2-3 matchs qu'on suivi ou les 3-4 matchs qu'on suivi, il prend que des tôles. Moi c'est un gars qui est resté que en Belgique, donc a entraîné Genk et Beveren, qui est quelqu'un qui on pourrait croire est francophone. Je vais terminer mon monologue. Je m'excuse. Ouais, c'est un peu long là. Mais on pourrait croire qu'il est francophone. Je vais aller me coucher moi. Mais en tout cas, il parle pas si bien français que ça. Il est plutôt flamand que roman. Donc tout n'est pas rose chez Clément, tu veux dire? Bref, voilà, je vous laisse enchaîner sur Clément. J'ai fait déjà assez long sur tout ça. Et moi, je nuancerai un petit peu quand même parce que oui, tu parles d'équipe, en tout cas d'effectifs surdimensionnés. Il arrive quand même à remporter le titre avec Genk. Il a le titre depuis 2 ans aussi avec Bruges quand même. Donc mine de rien, par rapport à ces équipes-là, il arrive à rentrer les trophées quand même d'une manière ou d'une autre. Tu parlais de Fonseca, Fonseca c'est aussi 3 titres en Ukraine avec le Shakhtar, mais le Shakhtar pareil, c'est la meilleure équipe d'Ukraine. Oui, de loin. Oui, ça compte. Lui aussi rentre les trophées quand il faut, on va dire, c'est-à-dire qu'il se viande pas justement. Tu parlais de Jesse Marsh qui est quand même qui a coaché des équipes qui ont de bons effectifs, en tout cas au moins aux États-Unis. Peut-être aux États-Unis, je nuancerai parce que c'est encore très différent avec leur façon de faire pour les effectifs. Mais Salzbourg, c'est vrai que c'est quand même a priori en Autriche, c'est quand même une des tops équipes, c'est clair. Là, peut-être il y a plus de questions à se poser, mais c'est vrai que pour l'instant, il rentre quand même les objectifs sans problème aussi. Donc, au moins, il a cette qualité-là, j'ai envie de dire. Il a été aussi nommé 2 fois. Là, il est 2 fois entraîneur en Belgique. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais donc je pense qu'il y a quand même une qualité d'entraîneur qui lui est reconnue. Oui, de ce que je suis allé lire, je te rejoins aussi, Damien. Il y a quand même, j'ai l'impression, après, très honnêtement, c'est un mec que je connais pas, je m'intéresse pas du tout au championnat belge. Et après, faudrait pas le juger avant qu'il arrive. Ça a jamais. Ouais.
Ça fait pas bander, mais clairement, ouais, on est d'accord qu'il faut pas le juger avant, quoi. Ouais, exactement. On a déjà eu des coachs. Je parlais de Jardim tout à l'heure. Quand il était arrivé, on le connaissait pas beaucoup. Bon, il a quand même il a fait des très bonnes choses à Monaco. Après des moins bonnes aussi. Mais bon, faut pas toujours juger au nom, au CV, etc. Puis dans tous les cas, les 3 candidats qu'on a, honnêtement, il y a aucun nom qui est clinquant et qui nous fait dire ah ouais, je veux bosser avec lui. Et puis si on extrapole un peu dans ce que la communauté rêverait d'avoir Gallardo entraîneur, mais Gallardo c'est un peu la même chose. Hein, il a coaché River et puis une autre équipe, évidemment il est champion avec River tout le temps, qui est largement au-dessus des autres. Bon voilà, faut aussi se dire que les entraîneurs à notre portée sont peut-être ce type d'entraîneur à l'heure actuelle, quoi. Oui, et puis de toute façon, quand on a eu la liste, il y avait 15 noms dessus, il y avait rien de très folichon. Bon, moi j'ai toujours une petite affection pour Favre, voilà, que j'apprécie beaucoup, mais c'est vrai que j'aime bien aussi, ouais. On aurait pu se retrouver avec du Gattuso, du Gianpaolo, enfin tu vois, franchement, c'est des anciens, c'est des très bons anciens joueurs. Pirlo aussi, Lampard. Oui, mais qui sont pas de grands entraîneurs du tout, quoi. Voilà, en tout cas, qui n'ont pas encore montré suffisamment. Exactement. Intéressant, en tout cas, d'être assez intéressant pour les récupérer aussi. Donc, bon, maintenant, on va dire qu'il y avait du choix, mais il n'y avait rien de clinquant dans tout ce choix-là. Et en tout cas, il y a quand même, on peut le dire, hein, tous les mecs qui sont cités, c'est quand même des mecs qui rentrent aussi bien dans les cases qui sont définies par Paul Mitchell et par les dirigeants. Ils veulent un jeu vertical, ils veulent un jeu efficace, intense avec le pressing. Visiblement, c'est ce qu'apporterait les garanties, en tout cas, qu'apporterait Philippe Clément. Ouais, puis la gestion humaine, où il a l'air d'être un peu plus axé. Je lisais une interview où il dit qu'il met vachement le joueur au centre. Enfin bon, après ça peut être du blabla aussi, hein. Mais bon. On rappelle, Rudy Garcia aussi, il est fort en entretien. On sait, Damien, que tu aurais aimé voir Rudy Garcia, entraîneur de Monaco. Bon, malheureusement, il a pas postulé. Quand il était à Lille, je sais plus, c'était. À Lille, il était très bien, ouais, Rudy Garcia. Nous, qu'est-ce qu'on se tapait à ce moment-là? Oh punaise, Lacombe, puis Banide. Ouais, voilà, c'était ça. Hein. Ouais. Non, c'est sûr. Guy Lacombe, moustache, et que tu as Rudy Garcia à Lille. Tu te dis, tiens, Lille, c'est sympa ce qu'ils font. Moi, j'aimerais bien voir Rudy Garcia. Hein. On est en quoi? C'est 2010, 2011, dans ces eaux-là, quoi. Il est par là, quoi. Pris par là. Ouais, puis c'était le moment où il était le meilleur, un peu. Enfin, c'était un très bon coach à cette époque-là. Les coachs évoluent aussi, hein. Ils sont bons à des périodes comme les joueurs, hein. Oui, et puis nos dirigeants ont comme d'habitude, ont pas envie de mettre non plus, ont plus envie de mettre forcément la main à la poche. Donc, un Lucien Favre, on se retrouve tous les trois là-dessus. C'est un excellent entraîneur. Je pense qu'il y en avait des entraîneurs intéressants. Tu as mentionné Gattuso, mais bon, on va pas faire toute la liste, mais des Joachim Löw, si tu veux taper dans l'entraîneur très clinquant, il y avait une palanquée aujourd'hui d'entraîneurs disponibles très très haut de gamme, mais on veut pas y aller. Aujourd'hui, même un Lucien Favre, c'est trop haut de gamme pour nous. On veut aller dans l'entraîneur non plus. Autant. Oui, aussi. Mais clairement, Bruges. Alors c'est intéressant parce que Philippe Clément est en CDI à Bruges. Chose assez rare quand même. Va falloir qu'il résilie sa mutuelle, du coup, il va être bien emmerdé. Et c'est vrai que du coup, dans ce genre de cas, je pense que quand même va falloir payer une indemnité à Bruges. Hein. Ils ont accepté les discussions, donc nous Monaco est quasiment d'accord déjà avec l'entraîneur. Maintenant, il faut qu'il trouve un accord avec le club. Et du coup, là, il va falloir raquer. Hein. Donc, dans tous les cas, je veux dire, mec libre et lui payer un plus gros salaire ou raquer 3-4 millions d'euros en plus qui auraient été étalés sur le salaire d'un plus gros nom, tu vois, je veux dire, on aurait pu. C'était possible aussi. Oui, non, mais aller chercher un Lucien Favre, on peut le faire. Hein. Aujourd'hui, certes, il est passé par Dortmund, mais non, il y avait une catégorie. Bon, j'ai peut-être nommé des trucs improbables, mais il y avait une catégorie de bons entraîneurs, on va dire, de chapeau 2. D'entraîneurs européens qu'on peut aller chercher, mais qu'on ne va pas chercher parce qu'on est proche de ses sous, quoi. Oui, puis aussi peut-être parce que, enfin moi, et on veut pas que ça impose. On veut pas qu'il y ait une identité trop forte. On veut pas qu'il y ait un Deschamps. On veut pas qu'il y ait on veut pas qu'il y ait un entraîneur qui dise un peu ce qu'il pense. Après, on sait pas. Philippe Clément, il va peut-être avoir
Enfin, moi je le connais pas, mais peut-être qu'au niveau du caractère, il a aussi un caractère trempé. Hein, on peut pas savoir. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que voilà, il rentre dans les cases de dessiné par c'est ça. et par Paul Mitchell, ce qui me donne l'occasion de parler un petit peu de Paul Mitchell pour conclure aussi sur cette émission, parce que c'est vrai qu'on a fait, je sais pas, ça doit faire un petit moment quand même qu'on y est, et on va bientôt conclure. Mais un dernier mot, messieurs, sur Paul Mitchell, on en a parlé nous hier forcément. Pour lui, sa situation n'a pas forcément beaucoup évolué, si ce n'est qu'elle reste quand même très floue. Ouais. Alors, pour refaire un peu le bilan, en tout cas, resituer un petit peu les étapes à ce propos, l'équipe sort que Kovac est sur la sellette. Et le lendemain, on a Romain Molina, dans la journée, on a Romain Molina donc, qui tweet en disant « Pour faire suite au papier de l'équipe sur Kovac, Paul Mitchell se serait proposé à Newcastle. » Bon, la journée avance, on a ensuite Clément Brossard, du coup, qui est le journaliste correspondant à RMC Sport sur la Côte d'Azur, qui suit donc Monaco et Nice, qui nous dit que Paul Mitchell va rester jusqu'en 2022, enfin en tout cas va rester en 2022 à l'AS Monaco. Mais ce matin, on a eu hier soir plutôt, on l'a relayé ce matin, on a un média italien qui nous dit que finalement, Mitchell, il pourrait sauter aussi, en tout cas, alors, soit partir, en tout cas, il s'est vraiment rapproché, semble-t-il, du groupe qui a repris Newcastle, et on pourrait mettre à sa place, en tant que directeur sportif, Geoffrey Moncada, qui est donc le chef du recrutement du Milan AC, et qui est bien connu à Monaco puisqu'il avait rejoint l'ASM en 2012 avec Claudio Ranieri. Il était d'abord analyste vidéo et ensuite il était passé recruteur et coordinateur de la cellule de recrutement. Donc là aussi, on fera peut-être une petite challenge un jour, tu vois, mais déjà j'aimerais qu'on fasse un petit peu aussi un petit bilan de Mitchell parce qu'on l'a fait hier et Rome l'a coupé aussi avec le reste. Donc on pourrait reprendre un petit peu ce qu'on s'est dit et avec ces éléments nouveaux peut-être aussi discuter un petit peu, débattre autour de la figure de Paul Mitchell, monsieur. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça pue. C'est improbable que Paul Mitchell parte, hein. Ça je te le dirais directement. Okay. comme tu as dit hier. Ouais, exactement. Là du coup ça a coûté son poste à l'instant. Non, ça sera encore plus étonnant que l'entraîneur, mais bon, après il faut s'attendre à tout, hein. Ce qu'on peut voir, c'est qu'aujourd'hui, les directeurs sportifs, ça y est, hein, on rentre dans les couches de la médiocrité du football, c'est-à-dire que aujourd'hui, les directeurs sportifs, ça devient comme des footballeurs, c'est-à-dire qu'ils mettent leur petit coup de pression, ils vont faire leurs courses, enfin, il y a plus du tout de long terme dans tout ça, hein. Directeur sportif qui te met un coup de pression, parce que c'est clairement lui, hein, qui la met. Quand l'info sort qu'il est en discussion avec Newcastle, il fait bien attention à ce que l'info sorte et que ses dirigeants le savent. Quoi que soit son intention, si c'était pour, alors on peut supputer, est-ce que ça a rentré dans la balance des problèmes qu'il avait avec Kovac et de mettre un truc genre c'est lui ou c'est moi? Est-ce que c'était simplement pour d'autres, en tout cas, quoi que soient les raisons, il a clairement mis un coup de pression, chose que c'est des choses qu'on voyait pas pour des directeurs sportifs par le passé. Bon, aujourd'hui, ça commence à devenir monnaie courante et voilà, ça devient une nouvelle variable dégueulasse du foot, les directeurs sportifs. Ouais, et alors on a pu lire aussi que j'allais dire c'est pas Jardim qui se serait laissé faire par un pauvre petit directeur sportif. Il leur menait la figure. Mais c'est vrai que Jardim était aussi beaucoup soutenu par Vassiliev. Le vrai tandem à Monaco, c'était Jardim-Vassiliev. Là, ce qu'on a pu lire justement, c'est que le vrai tandem, c'est Petrov-Mitchell. Donc, a priori, ouais. Voilà, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle. Hein. C'est bien d'avoir un tandem déjà. Réjouissons-nous du peu qu'il y a. Ouais, mais au moins deux qui sont d'accord. Il faut étudier le contenu du tandem quand même. Hein. Ouais. En tout cas, peut-être qu'aussi un Paul Mitchell, c'est peut-être aussi intéressé à un nouveau riche, le nouveau riche que devient Newcastle, parce que c'est en Angleterre, donc c'est son pays aussi. Aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs, notamment s'il y a plus d'argent, voilà, ils sont pas plus cons que les autres, ils savent où se trouve le pognon, ils y vont, les gars.
Puis c'est vrai que Newcastle, ça reste quand même un beau club avec un beau stade, une belle ambiance. St. James Park, c'est plutôt pas mal. Alors certes, pour l'instant, ils sont pas en première division, en première ligue, mais mais ils vont y retourner rapidement. T'as un championnat qui plaît énormément, voilà. Tout le monde veut y aller. Enfin oui, c'est clair que c'est pas la Ligue 1, c'est pas la Ligue des talents. Donc voilà, en tout cas, il y a quand même il y a peut-être eu, alors soit il y a effectivement eu un coup de pression comme tu le dis Flo, soit peut-être il y a eu vraiment des velléités de départ de sa part. Bon, je pense que là on verra peut-être sur l'avenir. Ce qu'on peut dire en tout cas sur le bilan de Mitchell, c'est que on l'a vu très discret, très discret hein, ce début de saison, très clairement. D'habitude il nous faisait des petites vidéos dans son bureau avec son vieux Xiaomi là. Et à tous ceux qui ont un téléphone Xiaomi, c'est juste une blague. Hein, mais voilà, là, silence radio depuis le début de saison de la part de Mitchell. Si ce n'est en fin de saison, il nous a dit que le mercato, Monaco serait actif sur le mercato, très clairement. Il n'avait pas précisé si c'était les joueurs ou le coach, mais visiblement. Oui, il avait dit j'ai des surprises, je suis habitué. C'est extrêmement drôle maintenant de repenser à cette déclaration. Ouais. Parce que le mec le savait qu'il allait foutre Kovac dehors. C'est quand même excellent de dire ça aux journalistes. Et tu vires ton coach 2 semaines plus tard, c'est magnifique. Et en tout cas, bon voilà, le bilan de Kovac, le bilan de Mitchell, pour le coup, contrairement à celui de Kovac, il est beaucoup moins positif, en tout cas, ne serait-ce que sur le mercato. Alors ça, on en a parlé hier avec les joueurs, mais mine de rien, voilà, on peut se demander. Alors la question, et c'est une question que soulevait Boris ce matin, elle n'est pas si inintéressante. Si le bilan de Kovac est bon, est-ce que pour autant le choix Kovac était un bon choix de la part de Mitchell? Ça paraît un peu paradoxal comme question, mais en fin de compte, par rapport à l'action de Mitchell au club, est-ce que c'était une bonne chose? Clairement, c'était un de ses choix. Hein. Clairement, et ça a été revendiqué. Oui. Il a voulu foutre Moreno dehors, ce qui était quand même une bonne idée. Ça, c'était une bonne idée de Mitchell. Pour lourder Kovac aussi vite. Un an et demi plus tard, ouais. Est-ce que finalement, Mitchell s'est pas trompé quelque part quand même, malgré le bon bilan de Kovac? C'est un peu le paradoxe que je soulève, quoi. Oui, si, clairement, il y a, en tout cas, on peut dire que sur le coup, t'as raison de mentionner qu'il fallait débouter Moreno, mais enfin ça, n'importe qui aurait pu voir ça. Et le fait que ce soit lui, in fine, qui semble-t-il, fasse partie des gens qui étaient pas forcément ultra pour à l'heure d'aujourd'hui le garder à la mi-saison, etc. Il y a un souci à minima un souci de vision et de compréhension du personnage, parce que encore une fois, les excuses qu'il nous donne, encore une fois, il le connaissait certainement, il connaissait son caractère à Kovac, donc voilà, c'est une erreur clairement. Après on peut aller plus Kovac, sur les. Tu veux dire l'erreur elle est ou le. Oui. De aujourd'hui de faire potentiellement. Après on suppute, mais il semblerait qu'il soit pas en grand accord avec l'entraîneur aujourd'hui. Donc aujourd'hui d'être contre sa manière de gérer l'effectif et son caractère, etc. Et il y a 1 an et demi de dire c'est celui qu'il nous faut. C'est clairement après, il s'est pas assez bien renseigné sur le monsieur. Il peut s'en passer des choses en 1 an et demi. Et rappelle-toi quand même qu'il essaye d'avoir Pochettino. Au début, il essaie de prendre Pochettino qui dit non. Et après, il dit à Kovac. Enfin, faut penser aussi que c'est pas forcément son premier choix. Kovac n'a pas changé en 1 an et demi. C'est le même que celui qu'on a eu à l'arrivée. Ouais. Alors, ce qui était intéressant justement dans le papier qui avait provoqué l'onde de choc dans l'équipe, c'est que il disait qu'ils avaient une volonté aussi de faire un peu muer Kovac, de l'accompagner dans cette mue. Visiblement, ça s'est pas vraiment produit. Ils n'ont pas vraiment réussi à le faire. Donc là aussi, dans tous les cas, c'est un échec sur toute la ligne de Mitchell. Là. Encore une fois, Kovac, ça donne pas l'air d'être un gars ultra malléable à qui tu vas en faire devenir un agneau en 2 jours. Donc encore une fois, c'est un manque de jugement a priori. Hein. Après, il faut prendre le bilan tel qu'il est. Tu fais venir Kovac la saison dernière. Honnêtement, il n'était pas accueilli non plus d'une superbe façon à Monaco. Il n'y a pas grand monde qui donnait cher de sa peau. Le mec t'amène à la 3e place, il a un bon bilan. Enfin, quand tu prends que le positif, c'est peut-être pas trop mal en fait, tu vois. C'est pour ça qu'il faut aussi être un peu prudent vis-à-vis de ce qui va venir. Parce qu'encore une fois,
il y avait toujours pareil en fait, c'est toujours un peu ce sentiment de surprise et un peu de colère ou de déception parce que il y a 1 an et demi, on disait Moreno, il aurait mérité d'avoir sa chance peut-être véritablement avec un effectif qu'il aurait pu un peu plus choisir, etc., avec une vraie préparation plutôt que d'arriver comme ça. Kovac arrive, bon finalement c'est vrai qu'il a eu en plus des débuts balbutiants, donc c'est vrai que là on pouvait se demander si le choix était vraiment le bon. Et c'est un peu ce schéma aussi toujours de surprise en fait. Alors, ça pour le coup aussi Mitchell nous a prévenu, il nous a dit qu'il adorait faire des surprises. Surtout à Noël. Là on est surpris, encore une fois, là c'est réussi. Là le bilan il est positif pour Kovac, pour Mitchell, la surprise, oui ça il sait faire, pas de souci. Mais on peut revenir. On peut revenir peut-être sur les transferts de Mitchell, enfin de l'époque Mitchell. Oui. Donc je vais vous les lister un peu. Donc Crépin Diatta, Voland, Caio Henrique et Disasi. Donc ça c'est pour le mercato de son arrivée. Ouais. Et puis cette année, Jacobs, Lucas. On va pas compter les retours de prêt. Nubel. Il y a Boidou et Nubel, voilà. Les entrées principales. Et au niveau des départs, on a du Onyekuru, du Jemerson qui partent pour des montants en dessous du 1 million d'euros. On a des Camille Glick qui partent pour 3 millions, des jeunes comme Panzo, on n'a jamais compris pourquoi il est parti pour apparemment près de 3,5 millions, des Foster 1,2 millions, donc moins important, mais principalement Glick, Jemerson et Onyekuru. Et puis, on en parlait hier aussi, un Keita Baldé pour Keita Baldé, ouais. Absolument rien. Et alors celle-là, elle passe pas bien pour moi. Mais oui, c'est vrai qu'on sait que au niveau des ventes, on semblait avoir compris que Mitchell, c'était pas son truc. Mais visiblement, acheté, t'as mentionné 8 joueurs là recrutés. Il y a 2 satisfactions sur 8, c'est Caio Henrique et Kevin Voland. Et encore que la demi-saison de Voland et de Caio Henrique, elles sont quand même coup-ci coup-ça. On a mis les avertissements hier. Mais voilà, c'est vrai qu'au final, c'est quand même c'est 20% de réussite sur le truc, quoi. C'est pas une super stat, très clairement. C'est pas une franche réussite, ouais. Son mercato, en particulier celui de cette année, parce que l'an dernier, même s'ils sont moins bons, Caio Henrique et Voland sont quand même des bons joueurs. On peut le dire sans trop prendre de risques, quoi. Ouais. Disasi et Diatta, peut-être qu'on prend un peu plus de risques. Diatta beaucoup plus. Disasi, il est pas, c'est pas terrible. Diatta qui retrouvera Philippe Clément, du coup. Donc peut-être. On peut espérer peut-être une amélioration une progression pour lui, pour Diatta, du coup. Alors l'année prochaine, puisque cette année, il est out. Mais voilà, peut-être que. Non, il a surtout dégraissé, parce que là j'ai fait que la moitié des ventes. Après il y a sur l'année précédente, je pense qu'il participe donc pour Lopez, pour Cardona. Qui sont Lopez est assez bien vendu à Séville, c'était autour de 20 millions d'euros. Mais non, mais il était pas encore là, Mitchell. Mais il était peut-être pas encore là pour celui-là. Non, il arrive après, il arrive pendant le Covid, Mitchell. C'est ça. Mais il participe. Alors je sais pas si Tillmans lui aussi part assez tôt. Ouais, non, il participe. Mais non, mais Tillmans c'est bien. C'est l'époque où Petrov gère le truc un peu tout seul parce qu'Emenalo est au placard. Et, tous ces mecs-là, comme Ben Yedder, Petrov gère ça tout seul. Après aussi, il faut penser, on met tout ça sur le dos à chaque fois des directeurs sportifs, mais les mecs ne bossent pas tout seuls sur Football Manager à leur bureau. Ils ont une équipe de recrutement et toute la cellule de recrutement ne bouge pas nécessairement après chaque départ de directeur sportif. Donc il y a des erreurs qui sont collectives. Surtout qu'à Monaco, elle était complètement à plat et à refaire. Donc depuis quelques années, c'était devenu le néant. Donc la cellule de recrutement. Donc là, il y avait énormément de taf. Mais bon, in fine, c'est aussi eux qui actent les décisions. Donc c'est à eux d'être de leur choix et de. Et c'est eux qui amènent le carnet d'adresse. On repense à Campos qui à chaque fois. Et évidemment se trimballe avec sa ribambelle de copains. Il y a toujours le revers de la médaille avec Campos, même s'il y avait des très belles recrues, t'as aussi des mecs qu'on n'a pas réussi à se débarrasser. Aujourd'hui, ces types-là, c'est surtout ça qui t'apporte. Et Mitchell arrivait quand même en disant, moi, je suis du programme Red Bull, je vais vous apporter énormément de contacts, etc. Est-ce qu'on en a vu vraiment le fruit de ces contacts-là? Il n'arrive pas du tout dans le même contexte aussi que d'autres DS, c'est-à-dire que lui, il arrive à Monaco est qualifié pour aucune Coupe d'Europe, sort de 2 saisons affreuses et plus personne ne veut venir, quoi.
je pense que c'est quand même pas du tout pareil que quand, par exemple, Cordonnet là, ou même Campos dans les bonnes années, où t'as un club avec un nouvel investisseur qui met plein de pognon tout le temps, t'as la Ligue des Champions tous les ans, enfin, tu vois, l'engouement n'est pas le même. Tu vas jouer avec Falcao, Carvalho, Moutinho, enfin, c'est pas pareil, quoi. C'est dur de comparer les deux. Je dis pas que Mitchell est mieux que Campos ou moins bien, mais c'est que c'est pas le même contexte, au même titre qu'on peut pas comparer Ricardo et Kovac, quoi, tu vois. En tout cas, en 2022, on nous dit que Mitchell sera à l'AS Monaco. A priori, oui, il lui reste quelques heures pour être à Monaco en 2022. En tout cas, pour la démarrer à l'AS Monaco cette nouvelle année. Mais ce qui est sûr, c'est que en 2022, en tout cas au moment où Monaco passera la nouvelle année, Monaco sera sans entraîneur a priori. En tout cas, voilà. en attente de la nomination. Pour l'instant. Et du coup, c'est Stéphane Nadeau, qui est l'entraîneur de la réserve qui s'occupe des séances d'entraînement du groupe pro. Si le match du coup a lieu dimanche, je ne sais pas qui sera sur le banc, peut-être Nadeau, certainement, puisqu'a priori Bruno Irles il se proposait de faire co-coach des deux équipes. Voilà, entraîner les deux équipes. Mais bon, donc a priori on peut imaginer que ce sera à nouveau Nadeau, hein, puisqu'on le sait, hein, Kovac est venu avec tout son staff, si ce n'est l'entraîneur des gardiens, donc clairement c'est pas l'adjoint qui est d'ailleurs son frère qui va faire l'intérim, ça c'est une certitude. Donc, ouais. Ouais, alors là c'est clair que sinon il va y avoir un duel fratricide. Mais par contre, on espère qu'il se mettra pas son groupe Nadeau. Oui. Pas mal. Ouais. Il fallait en faire une dégueulasse, c'est bien. C'est bien. Qu'ils prennent pas un carton rouge comme le renommé Naldo de l'époque. Notre grand défenseur expérimenté. Voilà. En tout cas, voilà, lui d'où il est au-dessus de la falaise, quand il regarde avec ses lunettes, s'il voit ça en ce moment, il doit bien se marrer. Et en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que quoi qu'il arrive, on a quand même des perspectives intéressantes pour cette deuxième partie de saison. Donc, faut pas oublier de positiver malgré ces décisions somme toute spéciales. On a quand même une équipe qui, et moi je pèse mes mots, j'espère qu'elle bénéficiera du travail de Kovac et qu'on va avoir une équipe sur le plan physique qui va être un cran au-dessus. Et il y a des choses à jouer, il y a des choses intéressantes, donc ça va nous faire quand même une deuxième partie de saison intéressante, et avec cette petite épice supplémentaire du nouvel entraîneur. En tout cas, je pense qu'on était en tout cas sur cette émission, on était dans la bonne tonalité, dans le bon ton par rapport aux réactions qu'on a vues, à savoir on est assez unanime sur ce dégoût et cette incompréhension de tout ça. Bref. C'est comme ça, il faut avancer et puis on va continuer de supporter l'AS Monaco. Alors je vais enfin en profiter pour le dire parce que ça fait la 3e fois, mais à chaque fois, je pense que ça a été inaudible. Mais a priori, dimanche, il n'y aura pas de débrief, normalement, je pense pas. Parce que c'est la nouvelle année, c'est le 2 janvier, on aura tous fait un peu la fête. Enfin, je veux dire, voilà, c'est un peu trop proche de la nouvelle année. On a envie de faire autre chose aussi à un moment donné. Et puis les matchs de Coupe de France à 18h30. Voilà, sur un champ de patates. Ouais. Bref, donc du coup, on verra. Mais a priori, partez dans l'idée qu'il n'y aura rien à ce niveau-là. Donc du coup, on se retrouvera soit pour une émission départ de Mitchell, soit pour une gazette mercato, parce qu'il y aura le petit Vanderson qui va signer, hein, lui aussi, on va le voir arriver. Hein, normalement, ça devrait être officialisé demain aussi, je pense. Sauf si ils ont décidé d'étaler un peu les délais avec ce qui est l'actu actuelle. Mais voilà, et puis sinon, du coup, le prochain match ce sera le 9 janvier face à Nantes. Face à Nantes. Tout à fait. Et en tout cas, merci Flo, merci Pierre pour cette émission de breaking émission. Ce face à l'info spécial Monégo. Face à l'info donc du club Monégo. Donc merci à tous, merci à vous deux. Hein, passez un bon réveillon, profitez bien. Faites attention à toi aussi. Surtout. Rêvez pas trop de Boisdoux et de Mitchell et de Petrov. Tiens, j'en ai une bonne, Freddy Boisdoux, voilà. Ah, tout à fait. Pas toi, mais voilà. Et donc voilà, en tout cas, souhaite passer un bon réveillon, passez-la bien, hein, comme on dit, et puis prenez surtout soin de vous dans cette période, et on se retrouve, nous, en 2022. Allez, bisous à tous, et ciao, et Dagaï. Salut. Ciao. Et bisous.